Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du mercredi 25 février 2015. Je suis présentement en compagnie de ma collègue Julie Levasseur qui fera le tour des unes des principaux journaux. Bonjour Julie. Bonjour Audrey. À la une du Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est question de la prière du maire Jean Tremblay. Oui, en effet, un article de l'agence QMI indique que le procès pour la prière jusqu'à la Cour suprême a coûté beaucoup plus cher qu'originalement prévu. C'est ce qu'a affirmé le maire Jean Tremblay dans une lettre signée en décembre dernier, dans laquelle il sollicite de nouveaux dons. Au moment d'écriture de la lettre, la Cour suprême avait déjà entendu la cause depuis 2 mois. Puis, en septembre, le maire avait déclaré que 113 des 135 000 $ nécessaires avaient été récoltés. Toutefois, plusieurs questions ont été soulevées à la suite de l'annonce de la nouvelle demande du maire pour plus de financement, notamment quels ont été les coûts des dernières procédures et quel est le montant d'argent manquant. Jean Tremblay a refusé catégoriquement de répondre à toute question des journalistes, mais il affirme toutefois que la Ville n'aura pas à débourser aucun sou et qu'il trouvera l'argent nécessaire. Et à la une du journal Le Quotidien, on parle du chemin de fer reliant Roberval à Saguenay. Oui, en effet, sous la plume de Louis Tremblay, on apprend que la compagnie ferroviaire Roberval-Saguenay a confirmé qu'une augmentation de la circulation ferroviaire sur le tronçon Arvida-Labbé, notamment pour le transport de wagons du Canadien national jusqu'au port de Grande-Anse, pourrait vraiment avoir des risques importants. On parle même de risque de collision. Selon Rio Tinto Alcan, il sera difficile de concilier les opérations internes de l'entreprise et le tonnage additionnel du Canadien national. Selon Rio Tinto Alcan, la location des rails pour des clients privés pourrait faire passer les risques d'une catastrophe ferroviaire de presque inexistante à possible et les conséquences d'un tel accident seraient vraiment catastrophiques sans même tenir compte de l'ajout possible de matières dangereuses. Et à la une du journal Le Devoir, il est question du premier ministre Philippe Couillard. Oui, en effet, sous la plume de Robert Dutrissac, on apprend que Philippe Couillard a vraiment sermonné ses troupes à l'Assemblée nationale hier. Le cabinet du premier ministre tente présentement de contrôler le message gouvernemental et c'est ce qui a amené Philippe Couillard à, ramener à l'ordre un de ses ministres et en contredire 2 autres, en plus de refuser d'exprimer sans ambiguïté sa confiance envers le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc. Le chef de l'opposition officielle, Stéphane Bédard, et le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, ont questionné Philippe Couillard au sujet du ministre qui n'en est pas à ses premiers faux pas. Puis, Philippe Couillard a tout simplement vanté la sincérité, le dévouement et l'intensité d'Yves Bolduc, sans toutefois commenter sa compétence ou son jugement. Dans l'ensemble, Philippe Couillard s'est dit content du travail de son gouvernement. Et rapidement, à la une de la presse, on parle d'un possible remaniement ministériel. Oui, en effet, une exclusivité de Denis Lessard. Philippe Couillard prépare un remaniement ministériel dès cette semaine. L'objectif de l'opération serait de confier à Yves Bolduc une tâche où il serait moins susceptible de soulever la controverse. Il serait probablement affecté au ministère de l'Éducation, l'enseignement supérieur. Merci Julie. Ça fait plaisir. Les comptoirs vestimentaires de la région joignent leurs forces afin de combler le manque de vêtements usagés qui se fait sentir depuis la dernière année. Sous la bannière de la campagne de publicité Coralie, plusieurs friperies vont tenter de rejoindre les moins de 35 ans afin d'obtenir plus de dons. Jérémy Legault, les comptoirs vestimentaires ont constaté que les jeunes sont moins enclins à donner des vêtements. Effectivement, les organismes de la région ont constaté que les jeunes de moins de 35 ans ont moins le réflexe naturel de donner leurs vêtements afin d'être recyclés. C'est d'ailleurs une des raisons de la baisse de dons qu'ils reçoivent depuis cette année. Et quelle est la solution des organismes de la région? Eh bien, l'objectif est simple. Ils veulent relancer la campagne publicitaire de Coralie. La maison de quartier de Jonquière, qui est à l'origine de cette porte-parole fictive, veut ainsi aller rejoindre plus d'organismes et conscientiser les gens de la région aux dons de vêtements. Parce que selon eux, il y a une méconnaissance du sujet. Plusieurs personnes en région pensent que lorsqu'ils donnent des vêtements, ils se retrouvent à être envoyés ailleurs de la région. Donc, ça ne revient pas aux gens d'ici. Cependant, ils veulent vraiment assurer aux gens qui donnent de leurs vêtements qu'ils vont être recyclés pour des gens d'ici. Alors, d'ailleurs, on va écouter le directeur adjoint de la maison de quartier, Marc Gagnon, à ce sujet. Mais ce qu'on veut qu'on veut rassurer les gens en se disant, quand vous voyez l'image de Coralie, soyez certains que c'est utilisé à bon escient, que ça retourne à la population locale. Ce qui vient de la population régionale retourne à la population régionale. Et puis, l'achalandage à la maison de quartier de Jonquière ne cesse d'augmenter. Effectivement. Alors, M. Gagnon a remarqué que depuis quelques mois, l'achalandage est en croissance à la maison de quartier de Jonquière. Cependant, il y a une baisse des dons de vêtements, donc il va falloir trouver un moyen d'aller en chercher plus pour répondre à la demande, bien entendu. Et que rapportent les dons de vêtements à la région annuellement?
Eh bien, annuellement, c'est 275 000 sacs de vêtements qui sont recyclés, donc qui évitent les sites d'enfouissement. De plus, ça rapporte 4 millions de dollars en termes de revenus à la région. Et dans les 20 comptoirs vestimentaires de la région, on parle de 150 emplois. Alors, ce n'est pas rien. Le marché de recyclage des vêtements, c'est quand même une grosse facette pour la région. Merci, Jérémy. Ça fait plaisir. Enseignant en actualité au département Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière, Éric Arsenault analyse les situations politiques qui prévalent tant sur la scène québécoise que canadienne. Écoutons ma collègue Sterline Forestal qui a fait une entrevue un peu plus tôt avec lui ce matin. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. 11 mois après l'élection du gouvernement Couillard, quelle note vous lui attribuez? J'hésiterais entre un B ou un B-. Certainement, le gouvernement Couillard, en un an au pouvoir, n'a pas démontré qu'il était un premier de classe. Il y a eu quelques faux pas. Par contre, on sent que les orientations qu'il a voulu donner, certaines qui ont été faites en campagne électorale, d'autres qui ont fait surface après la campagne électorale, on sent par contre qu'ils sont engagés dans une tangente. Il y a une volonté claire, et je pense que c'est ça à retenir de la première année de mandat de M. Couillard et de ses libéraux. Il y a une volonté claire d'assainir les finances publiques du Québec à ce qu'on a appelé la politique d'austérité ou de rigueur budgétaire, puisque les libéraux, austérité, c'est un mot avec lequel ils ont quelques difficultés. Il en reste pour moi une chose, c'est que c'est exactement la même chose. Alors, on assiste à un exercice tous azimuts. Le gouvernement a entrepris des réformes, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, dans la fonction publique, hausse de taxes et d'impôts dans certains cas, les frais de garde pour les services de garde, les frais qui ont été augmentés, ou en tout cas qui seront modulés en fonction du revenu. Ça, je pense que c'est la grosse bouchée de ce gouvernement-là pendant sa première année. Mais il y a eu des faux pas, et de nombreux faux pas. Qu'on ne parle que d'Yves Bolduc à la tête du ministère de la Santé et de ses déclarations malheureuses. D'autres ministres qui, on s'en rend compte, là, sont plus ou moins à l'aise avec leur projet. À part les coupures, l'austérité, législativement, quelle a été la performance du gouvernement Couillard? On l'attend encore, cette performance-là, parce qu'il y a eu quelques pièces législatives, mais qui, quelque part, sont toujours reliées à l'austérité. Par exemple, les projets de loi 10, projet de loi 20, projet de loi 20 qui n'est toujours pas adopté dans le réseau de la santé, mais également sur le plan législatif, on se rend compte qu'en matière d'environnement, en matière de neutralité de l'État, charte des valeurs ou charte de la laïcité, M. Couillard s'était engagé en campagne électorale à proposer sa propre charte. Or, ce projet de loi-là, on l'attend toujours. Visiblement, ça crée un malaise au sein du gouvernement. Alors, outre l'austérité, on essaie de trouver de la substance dans ce que le gouvernement Couillard a mis sur la table, puis on a de la difficulté à la trouver. Et on remarque que ça bouillonne un petit peu partout. Donc, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à un printemps érable? Et dans quel secteur exactement ça pourrait survenir? Très clairement, M. Couillard et les libéraux, avec le programme d'austérité, ont mis en terre les graines d'un nouveau printemps. Est-ce qu'il sera aussi virulent ou violent ou controversé que celui ou animé que celui de 2012. Je me pose des questions, ou 2011, je me pose des questions par rapport à ça, mais une chose est sûre, par contre, c'est qu'il y a un mécontentement, on le sent, ce mécontentement est en train de s'organiser, mais on regarde les sondages d'opinion et les gens sont divisés. Est-ce que, oui, il faut à tout prix remettre les finances du Québec en équilibre? Est-ce qu'on devrait le faire d'une façon différente de ce que les libéraux font? Une chose est sûre, c'est que définitivement, ce printemps-là, le gouvernement Couillard aura à faire face à de la contestation. Et on s'attend également à un remaniement ministériel éminent. Donc, qui sera touché? Je pense que ce remaniement ministériel-là va toucher au premier chef Yves Bolduc. Le ministre de l'Éducation a démontré par des déclarations, par également la façon de gérer ce ministère-là, qui est quand même le deuxième plus gros de l'État québécois, a démontré un certain manque de jugement, démontré également une méconnaissance des dossiers, une certaine maladresse également dans la façon de vendre ces dossiers. Il est clair que si Philippe Couillard fait un remaniement, c'est d'abord pour régler le problème d'Yves Bolduc, le déplacer dans une autre fonction, mettre à l'éducation quelqu'un qui va être probablement plus ferré. Je ne m'attends pas à d'autres changements importants au niveau du gouvernement, puisque les gros noms, Carlos Leitao aux finances, Martin Coiteau au Conseil du Trésor et Gaëtan Barrette à la santé, sont en pleine possession de leur dossier. Je ne vois pas pourquoi on les changerait de place. Et maintenant, si on change de palier, on va au gouvernement fédéral. Quelle note attribuez-vous? Quelle est la performance de Stephen Harper? Honnêtement, ça, c'est pas mal plus difficile de lui donner une note. Ses partisans et ses supporters, les partisans de la droite notamment au Québec et au Canada,
vont très certainement être ravis de la façon dont le gouvernement a mené ses cartes. Par contre, on sent que ce gouvernement-là, par à la limite l'attitude qu'il a à l'endroit du Parlement, à l'endroit des partis d'opposition, cette façon également de polariser les enjeux et de polariser les débats, tout ça, c'est source de division au Canada. Et ça, à mon avis, c'est pas le rôle, le sens d'un gouvernement. Donc, en ce sens-là, il perd certainement beaucoup de points. Et comment percevez-vous la hausse de la popularité des conservateurs à Québec? C'est intéressant et moi, je ne peux l'expliquer que par les enjeux sécuritaires qui prennent de plus en plus de place dans la vie des Québécois et des Canadiens. Un récent sondage nous montrait que les Québécois sont préoccupés par le terrorisme, sont préoccupés également par la montée de l'intégrisme. Or, les événements internationaux et même canadiens, qu'on pense à la fusillade à Ottawa, les événements Charlie Hebdo, Copenhague et combien d'autres, ça donne de la matière au gouvernement Harper pour taper sur le clou de la sécurité. C'est l'un de ses thèmes porteurs. C'est un gouvernement qui, depuis toujours, essaie de montrer qu'il se soucie de la sécurité des Canadiens. On l'a vu avec le cas des détenus, on l'a vu avec plein d'exemples. Et en matière de terrorisme, on voit que ça plaît à l'électorat québécois. Ça. Et est-ce qu'il pourrait profiter de cet élan pour devancer les élections fédérales? J'aurais tendance à ne pas trop y croire. Je ne me fais pas d'illusions. Les élections sont à date fixe. C'est le 19 octobre que ces élections sont prévues. Il serait bien mal vu pour le premier ministre, stratégiquement parlant, de devancer ce scrutin-là, sachant que de toute façon, cette loi-là, la loi à date fixe pour les élections, c'est un de ses héritages. Donc, il violerait une de ses propres lois. La loi ne l'empêche pas de le faire, mais je pense que tactiquement, il se ferait probablement beaucoup critiquer s'il devançait les élections. Rapidement, en 2 mots, est-ce qu'il y a une opposition véritable? Oui, mais elle reste encore à être définie. Est-ce que le NPD va pouvoir garder l'opposition officielle? Est-ce que les libéraux et M. Trudeau ne risquent pas de lui couper l'herbe sous le pied? Ça reste à voir. Merci beaucoup, M. Arsenault. Une conductrice de 39 ans comparaîtra aujourd'hui au palais de justice de Saguenay pour avoir provoqué un accident avec les facultés affaiblies hier soir dans les alentours de 21h sur la rue Saint-Dominique devant la boîte à chansons La Petite Grenouille à Jonquière. Elle circulait sur la voie inverse et son véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Sous l'impact, la portière s'est ouverte et le chihuahua de la dame s'est enfui. La SPCA fera des rondes pour retracer l'animal. Les chambres de commerce de la région ont fait valoir leur souhait de prendre le relais des centres locaux de développement. Christophe Lavoie-Racine, les chambres de commerce veulent guider les jeunes entreprises, mais également les défendre. Tout à fait, Audrey. Les chambres de commerce estiment d'ailleurs que c'est déjà un peu leur rôle. C'est ce qu'ils effectuent déjà. Il y a un système de mentorat où les entrepreneurs un peu plus âgés se mettent en pair, en fait, avec des jeunes entrepreneurs pour leur donner leurs trucs et expertise. Donc, ils occupent un peu déjà le même rôle que les CLD dans certaines occasions. À Alma, il existe la Jeune Chambre en parle. On devine que ça vient un peu de Tout le monde en parle, où à chaque réunion, il y a des entrepreneurs d'expérience qui viennent partager leur expérience avec les jeunes. Donc, les chambres de commerce, en fait, du Saguenay et d'Alma se font les défenseurs des PME dans la région et veulent guider les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et il a été question d'Ariane Phosphate. Oui, tout à fait. C'est le président de la Chambre de commerce du Saguenay, François Gagné, qui en a parlé. Il a dit que c'était très important de pousser à fond ces projets-là et qu'on ne pouvait surtout pas les échapper. On peut l'écouter. Ce sont des projets extrêmement importants qui, eux, vont dynamiser un paquet de PME. Tantôt, je parlais de 444 PME alentour d'une aluminerie. Bien, un projet comme Ariane Phosphate, ça peut en créer. Si c'est 50, ce sera 50. C'est déjà 50 de plus qu'on a. Et les présidents des 2 chambres ont rencontré Philippe Couillard. Oui, tout à fait. Ils l'ont rencontré. En fait, ils ont craint auparavant les coupes budgétaires dans le milieu public. Toutefois, lorsqu'ils ont rencontré le premier ministre, leurs craintes se sont dissipées, selon eux. Le premier ministre leur a dit qu'il voulait aider les PME. D'ailleurs, il a mis sur pied des programmes d'aide et il veut en mettre d'autres sur pied. Il aurait allongé les temps de stage également pour les finissants entrepreneurs pour améliorer leur formation. Et il a injecté 1 milliard de dollars en bourse dans des PME. Donc, ça a soulagé les chambres de commerce de la région dans ce dossier-là. Et il y aura bientôt un sommet économique à Alma. Oui, tout à fait. C'est le sommet économique régional qui aura lieu le 18 juin où les acteurs voudront relancer l'économie régionale. Merci, Christophe. Ça fait plaisir. Exaspérés par le nombre grandissant d'individus qui s'improvisent transporteurs, les 3 compagnies de taxi de la région ont manifesté hier matin devant le bureau du député libéral de Dubuque, Serge Simard.
Les propriétaires de taxis demandent à ce que les lois soient appliquées plus sévèrement envers les transporteurs illégaux. Le reportage de Valérie Matteau. Dans le document déposé à l'adjoint parlementaire de Serge Chimard, les propriétaires de taxis de la région demandent à ce qu'il y ait plus d'effectifs et que des moyens soient entrepris pour contrer le transport illégal. C'est un document qu'on a préparé pour dire pourquoi l'industrie du taxi est contre le transport illégal, puis pourquoi on veut que le gouvernement applique les lois qui sont présentement en vigueur plus sévèrement envers tous les transporteurs illégaux. Nous, on n'a pas peur de la compétition, mais on veut qu'on parte sur un pied d'égalité. Depuis les dernières années, les propriétaires de taxis remarquent un nombre grandissant de personnes qui s'improvisent chauffeurs de taxi. Il y a plein de gens qui s'improvisent soit sur des sites Internet, soit sur des applications, soit sur les réseaux sociaux. On peut citer Tolérance Zéro, que c'est des organismes qui se disent à but non lucratif, mais qui est toujours un échange d'argent. Quand il y a un argent, il y a un argent qui doit être déclaré, qui ne se déclare pas quelque part. Nous, on doit déclarer nos revenus, on doit faire des inspections à nos véhicules, on a payé des permis 50 000 $. Pour sensibiliser la population et le gouvernement à leur cause, les chauffeurs de taxi ont accroché un drapeau jaune sur leur véhicule et remettront des cartons d'information aux clients. Les trois compagnies, on va se tenir main dans la main à ce combat-là. C'est un combat qui se fait à grandeur de la province du Québec. Puis je pense que toutes les compagnies de taxi présentement se tiennent la main puis on va aller de l'avant pour que ça change. Les documents seront envoyés dès aujourd'hui à Québec. Maintenant, c'est entre les mains de Serge Chimard. Valérie Matteau, ATM Nouvelles, La Baie. Le quart arrière des Cougars du cégep de Chicoutimi, Raphaël Cyr, a vécu une expérience enrichissante la fin de semaine dernière en participant à l'Académie d'Antonio Calvillo. L'atelier visait à former des joueurs de calibre collégial. Frédéric, Raphaël Cyr a adoré son expérience. Oui, Audrey, il a adoré cette expérience, d'autant plus qu'il faut le dire, Anthony Calvillo est l'un des plus grands passeurs de tous les temps au football. Donc, il a pu justement divulguer quelques-uns de ses conseils et ça a été d'un précieux aide pour les recrues. Et il a profité de l'expérience d'Anthony Calvillo sur le plan technique. En fait, justement, comme je l'ai dit précédemment, Calvillo est l'un des plus grands joueurs. Donc, quand il dit quelque chose, le message passe beaucoup plus que par un entraîneur normal. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Raphaël Cyr et voici ce qu'il avait à dire lorsque je l'ai questionné. C'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est lui qui nous explique comment ça marche. C'est un carrière, qu'est-ce que ça prend pour être un carrière? Dans le fond, c'est pas juste sur le terrain, mais le côté leadership, l'éthique de travail, puis tout ça. Il nous explique comment lui faisait, puis comment d'autres joueurs faisaient dans son équipe. Là. Après ça, il nous a amené sur le terrain pour nous faire des jeux de pied, comment lui, puis il nous explique comment lui fonctionnait. Tout ça. C'était vraiment intéressant. C'est lui qui nous explique comment lui il a fait pour réussir. Et on peut croire que cette expérience lui sera profitable pour la prochaine saison. Il n'y a pas de doute. Pour Raphaël Cyr, c'est une expérience qui est inoubliable pour un jeune carrière comme ça. Et justement, les Cougars devront se relever la saison prochaine. Et puis, quels sont ses objectifs principaux? Les Cougars, il y a 2 ans, ils ont eu une saison relativement difficile. Il y a 2 ans, pardon. Ils ont été en finale du Bol d'Or. Sauf que l'an passé, ils ont fait les séries par la petite porte au 4e rang et se sont fait sortir au premier tour. Pour Raphaël Cyr, c'est très important d'améliorer le sort des Cougars et avec cette expérience-là, d'amener l'équipe justement à avoir du succès en série. Et sur la scène du hockey régional, les Saguenayens seront privés d'un 7e élément important en vue des matchs de la fin de semaine. Blessé à l'aine, Gabriel Gosselin s'ajoute à la longue liste des blessés. Frédéric Marcoux, la malchance semble s'acharner sur les Saguenayens cette saison. Effectivement, les joueurs sont surtaxés par les blessures. On n'a qu'à penser à Gabriel Paquet-Boudreau qui ne joue pas depuis le début de l'année, d'autant plus que présentement, Alexandre Ranger est sur la touche avec Samuel Odod. Donc, les joueurs sont surtaxés et le risque des blessures augmente. Et puis, rapidement, quelle est l'attitude de l'entraîneur-chef Yannick Jean face à cette problématique? Pour Yannick Jean, c'est très difficile. Il demeure toutefois positif, essaie de gérer la situation du mieux qu'il peut pour amener l'équipe à bon port pour les séries éliminatoires. Merci, Frédéric. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut le Web Journal du 25 février 2015. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.